Nous sommes de retour à Deauville, dans le Yacht Club, magnifique lieu qui nous accueille chaque année lorsqu'on vient parler cinéma, puisqu'aujourd'hui c'est de circonstance, vous le savez. Nous sommes dans le week-end de cette 44e édition, week-end d'ouverture. Et dans quelques instants, nous parlerons villégiature, maison également à Pont-de-Bois, dans le Pays d'Auge. Nous retrouverons notre ami Pascal. Après tout à l'heure avoir parlé justement du Yacht Club, on va parler aujourd'hui littérature et faits divers en particulier, puisque je reçois Fred Le Terreux, bien connu dans le monde de la plume ici, dans le Pays d'Auge et hors de ses frontières. Journaliste, entre autres, on peut le citer chez notre confrère L'Éveil de Lisieux, romancier, j'ajouterais aussi artiste, peintre des fois et musicien peut-être qui s'ignore. Vous venez de sortir, Fred Le Terreux, bonjour. Bonjour. Un hors-série qui s'appelle 50 faits divers dans le Calvados, et vous aviez déjà commis un siècle de faits divers dans ce même département. Est-ce que c'est la continuité dans ces deux ouvrages, ou c'est un peu plus différent? Ah bah c'est différent parce que j'ai repris des faits divers qui sont incontournables. J'en citerai un notamment, l'affaire Godard. Ouais. On ne peut pas faire un hors-série dans le Calvados sans parler de l'affaire Godard, évidemment. Mesrine aussi, le braquage du casino de Deauville en 1978, qui se termine par une fusillade devant le casino. Et voilà, où je raconte une histoire incroyable. Parce que pour être journaliste, il faut avoir de la chance aussi. Et ce jour-là, il y a un journaliste qui en a eu, parce qu'il était à Orbec. Enfin, je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle de l'anecdote. Ouais. Je crois que le casse du casino de Deauville, c'était un vendredi soir du mois de mai 1978. Je n'ai pas le bouquin sous le nez, mais je crois que c'était le 26 mai. Et là, ce journaliste sort d'un gala de boxe à Orbec. Et il est, vous savez, un gala de boxe, ça se termine 23h30, minuit. Et il arrive sur un carrefour, parce qu'en 78, il n'y avait pas encore de rond-point. Hein. Ouais. Et là, il y avait les gendarmes qui faisaient un contrôle de routine. Et c'était encore la glorieuse époque où on allait faire nos tournées de faits divers dans les gendarmeries. On prenait le café, on discutait, on leur apportait le journal. Et là, il y en avait un qui connaissait, donc il s'arrête pour taper la discute. Et là, il y a une voiture. Ils entendent une voiture, bam, 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 bam. Et là, c'était une Simca Rally. Et c'est la fameuse Simca Rally qui avait été piquée à Cormeilles. Et dans la Simca Rally, il y avait Jacques Mesrine et François Besse. D'accord. Voilà. Et qui avaient volé cette voiture à Cormeilles parce qu'ils étaient partis, je crois que c'était une R8 qu'ils avaient. Et il fallait s'en séparer parce qu'il y avait des impacts de balles dedans. Il n'y avait pas eu la prise d'otage encore sur Bernay ou... Ah non, c'est après. C'est après, d'accord. Ouais. Et en fait, ce journaliste s'est retrouvé, parce que évidemment, donc, ils ont forcé le barrage, il y a eu un échange de coups de feu. Je me demande même si Mesrine n'est pas touché à la jambe, là. Enfin, bref. Et le lendemain, ce journaliste qui s'appelle Jean-Louis Vatin, il est aux premières loges dans la chasse à l'homme dans les bois de Bernay. Avec, il y a le commandant Proutot, qui était à l'époque le commandant du GIGN, et il a fait des photos absolument fabuleuses de cette chasse à l'homme qui n'a rien donné, parce que attraper Mesrine, c'était pas donné à tout le monde. D'accord. Est-ce qu'il y avait du monde à la sortie du casino lorsqu'il y a le braquage? Moi, je pense que oui, parce que je me demande même s'il n'y a pas une jeune femme qui a été blessée à ce moment-là. D'accord. Mais il n'y avait pas la presse, on ne l'attendait pas à la sortie. Non. D'accord. Non. Okay. Vous nous parlez d'histoires vraies, uniquement relayées à l'époque par la presse écrite, puisque la télé et la radio, dans les années, on remonte, 50-60, étaient un peu moins performantes qu'à l'époque. Donc c'est des histoires qui circulaient sans doute moins vite, qui se passaient de bar en bar, de bouche à oreille, Ouais. de train en train, des histoires qui laissaient, comme on dit, de l'encre au bout des doigts. Et est-ce que vous n'êtes pas en fait ce passeur d'histoire, de par votre métier d'une part? Est-ce que vous ne faites pas revivre et toujours survivre ces faits divers? Alors c'est tout à fait exact ce que vous dites, Dominique, parce que moi j'ai un fait divers qui me sidère. À chaque fois que je tourne les pages de ce hors-série et que je le vois, il est glaçant parce que je crois qu'on est en 1932 et évidemment il n'y avait pas la télé, la radio. Oui, il y avait la radio parce que la radio, je crois que c'est juste après la guerre 14, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais il n'y avait pas Internet, l'information ne circulait pas comme elle peut circuler maintenant. Et figurez-vous que les journalistes allaient aux exécutions capitales, assister aux exécutions capitales. Et j'ai retrouvé une exécution capitale d'un homme qui avait tué une agricultrice à Saint-Philbert-des-Champs. Saint-Philbert-des-Champs, c'est entre Blangy-le-Château et Lisieux. Et le journaliste, donc, est devant la guillotine et il décrit ce qu'il voit. Et là, il raconte, mais il y a tous les détails, quoi. Voilà. Donc, il n'y avait pas la télé, effectivement, mais vous voyez la scène, vous lisez son papier,
il raconte. Il provoque des images au travers ce qu'il Oui, écrit. et il décrit même, parce qu'ils amènent ce qu'on appelle les bois de justice, donc c'est la guillotine, traînée par des chevaux, et il décrit le bruit des sabots qui tapent sur le pavé mouillé. Ça, c'est un fait divers Oui, tout à fait. qu'on ne pourrait plus raconter maintenant de la même façon. On aurait 2-3 images peut-être volées. Surtout l'exécution, quand vous avez la tête qui tombe dans le panier, les bourreaux qui sont en train de laver la guillotine avec des grands seaux d'eau pour revirer le sang. Surtout quand l'exécution est ratée. On a appris également que sur Paris, Voilà. les premiers photographes étaient là et que ça avait fait un scandale et que la population avait jugé ce moyen d'exécution très cruel. Alors, ce qui m'a permis, parce que je voudrais rebondir sur ces faits divers et sur cette machine à horreur qui était machine infernale. On rappelle le titre de l'ouvrage 50 faits divers dans le Calvados. 50 faits divers dans le Calvados. Et que vous pouvez trouver partout, qui a été fait pour le Public Hebdo, voilà, que vous pouvez trouver dans beaucoup de maisons de la presse et de dépositaires. Et je voulais juste dire une chose, malgré cette menace de guillotine, malgré des peines de prison qui étaient très sévères, malgré une justice qui était pour le moins expéditive, n'oublions pas non plus qu'il y avait le bagne, la criminalité était 4 fois plus importante. Je dis bien 4 fois plus importante, chiffre à l'appui, que maintenant. Vous êtes coupable aussi, entre guillemets, vous n'allez pas être jugé pour ça, hein, de plusieurs romans et d'autres. Je suis récidiviste là. Ouais, et d'autres ouvrages, comme Si on te demande La folle cavale d'un agent secret en 1940. Encore un fait divers, tiens. C'était sympa ça, que vous avez romancé. Ouais, un peu. Tout à fait. On raconte un peu l'histoire? Oui, bah, je peux vous le raconter. C'est un type qui s'appelait John Hopper. Enfin, j'ai changé le nom dans le bouquin. Et en fait, on l'a présenté comme un pseudo-agent secret, l'intelligence service, mis à camp pour mettre en place le premier réseau de résistance. On n'en est pas certain de ça. Une chose est sûre, il a fait quelques faits et méfaits. Il part en cavale avec sa femme, ça se passe pas très bien. Sa femme meurt à Paris dans une fusillade. Il revient à Caen. Il y a un hold-up qui a été commis, je ne sais plus dans quelle banque. Il repart à Paris, il est dans le métro avec une mallette. Alors, on ne sait pas s'il y a le butin dedans. Toujours est-il qu'à un moment donné, il veut descendre de la rame. Et là, le type lui fait signe, non, monsieur, on repart. Et là, il s'aperçoit qu'il a oublié. Donc, il veut rentrer dans la rame pour récupérer sa mallette. La mallette repart. Et là, il est arrêté par des gens qui sont là. Parce que forcément, John Hopper avait sorti son arme. À l'époque, les gens avaient peut-être plus de courage que maintenant. Toujours est-il qu'il est remis à la police, ou à la police allemande, ou à la gendarmerie, personne ne le sait. On est en, je crois, août 42, et là, il disparaît de la circulation jusqu'en 1966, où il est retrouvé par un journaliste de Ouest France, qui s'appelait Bernard Gourbin, et qui l'a retrouvé. Ok. Voilà. Donc j'ai romancé ça. Après, j'ai fait une suite qui s'appelle L'espion du jour J. Je reprends les mêmes personnages, voilà. Et j'ai recommis, et j'ai encore récidivé l'année dernière avec le Havre 44. Le Havre 44, et puis une cinquantaine de récits qui se déroulent dans la région qui s'appelle Nous irons tous en Normandie. Oui, tout à fait. Ça que vous avez coécrit avec un dessinateur. Ah, Jéroméo, qui a un coup de crayon extraordinaire. On raconte 48 histoires qui se... Alors, les livres précédemment cités ont été publiés chez Orep. Ouais. Celui-là également. Et on raconte 48 histoires qui se déroulent dans le Calvados, en Normandie. Pardon, en Normandie. Oui, parce qu'on va jusqu'à Honfleur, je crois. Hein. Oui, on va jusqu'à Honfleur, on va jusqu'à Cherbourg. Claude François, Piaf, Sacha Guitry. Voilà, l'incroyable histoire de la caravelle à Honfleur. Je raconte aussi comment est né, comme d'habitude, sur le. Ouais. Voilà, avec Monsieur Levaux. C'était dans le coin, sur Deauville, je crois, que c'était écrit plus ou moins la musique. Peut-être. En fait, je crois que c'était Jacques Revaux avait dit à Claude François, il fallait qu'on se voie parce que j'ai une chanson pour toi. D'accord. Voilà, et quelle chanson? Et en fait, Claude François oublie de le rappeler. On est au mois d'août, je ne sais plus quelle année, je crois que c'était 65 ou 66. Il devait chanter, il chante au Casino de Trouville. Et là, il y a un avion qui passe dans le ciel, qui vantait, vous savez, il y avait des remorques avec des banderoles à cette époque-là. Et la chanson, c'était Plante un arbre de Richard Anthony. Voilà. Alors, je crois que c'était la musique Pierre Delano et Jacques Revaux. Et là, Claude François dit, ah ouais, c'est vrai, il fallait que je rappelle Jacques Revaux.
il a rappelé. Voilà. Fred, il nous reste 20 secondes. Oui. Un petit mot sur Gervais Le Terreux, qui est un artiste peintre. Il y a eu une expo il n'y a pas longtemps sur Honfleur. Oui, alors la ville d'Honfleur lui a rendu hommage dans une belle expo au Grenier à Sel. Il y a eu l'exposition donc des artistes honfleurais. Et pour le 15e anniversaire de la mort de mon père, qui était le dernier grand peintre de l'école honfleuraise, et on a présenté une 50aine de toiles. Voilà. D'accord. 50 faits divers dans le Calvados, ça continue de vivre comme les autres ouvrages, notamment les anecdotes sur le débarquement et sur le D-Day. Fred Le Terreux, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi, Dominique, c'est toujours un plaisir de venir ici à Deauville. Et dans quelques instants, on retrouve Pascal et ses invités. On parlera des vieilles maisons normandes. À tout à l'heure.